Philippe Gossens, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous évoquer les risques pénaux internationaux auxquels sont confrontées les entreprises aujourd'hui? Alors, malheureusement pour les entreprises, ils sont multiples. Il y en a beaucoup. Tout devient pénal. On pensait observer une dépénalisation de la vie des affaires à un certain moment, mais en fait non, il y a une pénalisation accrue de la vie des affaires. Les risques qui peuvent être de corruption, un grand risque pénal, tout le droit pénal économique, notamment le droit des ententes, qui est du quasi-pénal et aussi du pénal. Et puis vous avez des risques environnementaux, des risques éthiques, droit de la consommation. Enfin, vous avez le pénal a un spectre extrêmement large, ce qui d'ailleurs rend, j'allais dire presque de manière étrange, le métier de pénaliste assez intéressant, parce qu'il y a beaucoup de choses différentes, mais l'entreprise est extrêmement exposée. Et puis il y a le risque pénal, et puis il y a ce que induit le risque pénal, qui est le risque d'image. Une entreprise qui serait ou qui est poursuivie ou qui va être poursuivie sur le plan répressif, si cela se traduit par une couverture médiatique, peut porter atteinte à son image de manière grave, peut la mettre en difficulté sur des marchés internationaux, peut même d'ailleurs parfois sur des gros risques influer sur son cours de bourse et sur son management interne. Donc le risque pénal a ça d'assez particulier que même si in fine certaines affaires ne débouchent pas sur des condamnations importantes, elles ont créé un risque d'image qui implique des risques organisationnels et de fonctionnement et de marché qui sont bien largement supérieurs aux amendes encourues. Donc c'est aussi là toute la difficulté de traiter le risque pénal. Il faut aussi ne pas oublier le risque de communication qui est dans notre société de communication, que vous connaissez bien, évidemment quelque chose qu'il faut regarder de très près. Alors comment prévenir le risque pénal? Alors là, il y a évidemment l'approche anglo-saxonne, tout ce qui est compliance, l'organisation, les chartes éthiques, des formations qui nous viennent d'outre-Atlantique. Et il faut le faire. Je crois qu'on n'a pas le choix, surtout quand on est une société qui est exposée sur le plan international. Alors, si on est côté à New York, ça, vraiment, il n'y a pas le choix. Et puis, je pense que ça doit être quelque chose qui doit être aussi ce qu'on appelle top-down. C'est-à-dire qu'il faut une volonté de la direction générale, et les grands groupes français ont cette volonté, pour travailler quand même pas mal avec eux, de dire, voilà, il faut être éthique. Donc, il faut que ça vienne du haut vers le bas, et ça nécessite, soyons très francs, un effort de formation extrêmement important, parce que quand quelqu'un peut avoir travaillé pendant une vingtaine d'années sans être vraiment conscient des enjeux sur certains domaines, il faut peut-être lui rappeler que ce qu'il a fait pendant 20 ans n'est peut-être pas tout à fait conforme à la loi, ce qui est parfois pas facile. Donc il faut avoir un effort de formation, d'organisation, ça implique des mises en place de structures assez lourdes parfois. Il y a tout un débat actuellement sur est-ce qu'il faut séparer la direction juridique de la direction de la compliance. Il y a deux approches. Moi, je serais assez favorable à les laisser ensemble parce que, alors ça présente des avantages et des inconvénients. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais c'est vrai qu'on voit dans certains grands groupes, parce qu'ils n'ont pas le choix, des directions de compliance qui deviennent quand même très offensives et qui ressemblent à presque des services de police internes, parce qu'il y a une sorte de privatisation de la régulation interne de l'entreprise. Et donc ça pose un problème plus large de différence entre nos modèles judiciaires et les modèles américains et anglais, parce qu'eux sont dans une logique de discussion avec les autorités, alors que nous, les autorités étatiques pénales, j'entends, il n'y a pas tellement de logique de discussion, il y a plutôt une logique répressive, ce qui empêche un avocat français d'aller voir un procureur pour lui dire ben voilà, j'ai une difficulté chez un client, on est en train de la régler, ne me poursuivez pas. Il n'y a pas ce qu'on appelle les DPA, et attendez que je règle la difficulté. Ça, en France, ça n'existe pas. On peut le regretter, on peut l'appeler de ses voeux, on peut au contraire dire qu'il ne faut surtout pas faire comme nos amis américains, mais c'est la situation. Donc on est dans une situation un peu complexe où on ne peut pas faire l'impasse de la compliance, de l'organisation interne, parce que les entreprises françaises, fort heureusement, sont aussi exportent et s'exposent aussi à l'étranger, donc on ne peut pas faire cette impasse. Mais en même temps, on n'a pas un système judiciaire en France qui est adapté à ça. Donc c'est pas facile à gérer, c'est culturellement pas toujours facile, mais on n'a pas le choix. Donc il faut simplement le faire de manière intelligente. Autre point, on peut être jugé à la fois aux États-Unis et en France. Là, il y a une vraie question de droit sur le principe de non bis in idem, c'est-à-dire que vous pouvez être condamné, enfin poursuivi, même si c'est un peu discuté, et condamné 2 fois pour la même chose, dans 2 États différents.